Scène 5, au miracle, nous sommes sauvés, une ultime vérification de nos comportements. Cinquième et dernière scène, les choix actuels sont bien ceux dus à l'usure. Une solution miracle nous est promise depuis si longtemps. Mais avec celle-là, on va vouloir jouer le grand jeu. Car non, décidément, les décideurs actuels de dette ne veulent pas voir s'achever l'économie titanique sans une certaine apothéose. Ils sont en train de nous préparer leur ultime solution miracle. Dans la plus grande panique, en effet, alors que les prélèvements fiscaux officiels dépassent souvent 50% de la richesse nationale produite, les rentrées fiscales sont à la baisse. Et donc les dettes croissent plus vite encore. Et alors quel est leur problème? Eh bien, comment faire rentrer plus vite plus d'impôts sans que l'on s'en aperçoive? Il faut donc augmenter les revenus. Grâce à quoi? Sinon des emplois nouveaux, mais surtout qui ne coûteraient rien. Il y a donc une solution apparente pour résoudre cette quadrature du cercle. Remarquons bien que le point de départ du raisonnement, c'est en sous-entendu un non-dit. Il s'agit, du point de vue de la méthode, accroître les saignées qui, toujours selon les médecins de Molière, devraient guérir le malade. Simplement, on va utiliser tous les moyens auxquels on a recours d'habitude, mais en une seule fois. On a mis tous ses rêves dans un seul sac, ils agitent le tout. C'est évidemment un plan de court terme, car chez les usuriers, il n'y a que la dette qui doit durer. C'est même leur outil de manipulation. Abracadabra, une seule décision, car quelques instants après, mais ils ne cherchent pas à savoir ce qui va se passer, ce sera le grand plouf glacé de l'économie titanique. Songeons, comment cela se passe-t-il? Eh bien, on commence à se présenter comme étant des gens sérieux, on cherche à pouvoir augmenter les rentrées fiscales, puis on promet que les statistiques vont pouvoir enregistrer en quelques heures la création de millions d'emplois. On peut dès lors annoncer qu'on va inverser la courbe du chômage. On va donc retrouver la croissance, augmenter le PNB. Dans la journée même, les statistiques officielles vont vous l'enregistrer. On va sûrement du coup augmenter la masse d'argent entre les mains des hommes. Vive l'argent plein les poches aussi rapidement que pour les ventes d'ânes de la première scène. Bref, il n'y a vraiment plus rien à attendre. La solution vraiment miracle, puisqu'une seule mesure est à prendre. Résultat synthèse de tout ce qu'ils combinent depuis des décennies avec de tels raisonnements. On va même résumer leur questionnement de la façon suivante. Comment améliorer tous nos ratios d'endettement, de revenus, de chômage, etc. par un seul coup de baguette magique, mais purement statistique? Cette question, ça fait très responsable pour celui qui se la pose et qui vous la pose. La mesure va s'exprimer en deux volets. Interdiction de tout travail domestique, obligation de demander à son voisin, et surtout pas à son conjoint ou à ses enfants, de travailler chez soi, pour soi et de tous les siens. Instantanément, votre voisin fait votre vaisselle et tout le reste, et vous le salariez. Pour lui payer son salaire, vous faites sa vaisselle et tout le reste, et vous serez salarié. Le trait de génie de l'usurier, qui cherche toujours à déshabiller Pierre pour s'habiller lui-même, pense faire de même à tout un chacun. On a enfin de quoi déshabiller tout le monde sans exception, devenu contribuable de cet excellent usurier. Car naturellement, vous allez devoir déclarer tous ces revenus faussement supplémentaires que vous donne ce genre de nouveaux emplois, les déclarer au fisc de façon à ce que l'État, devant une si grande et si généreuse politique sociale de plein emploi et de dette, en soit largement récompensé.
on a enfin généralisé cette relation imposée, mais que l'on croit donnant-donnant à l'intérieur du grand fleuve de l'usure. Tu me dois certainement, alors si je te fais un cadeau pour te permettre de travailler, tu dois accepter mes conditions. Enfin, pourrait-on dire le grand rêve, on a trouvé comment faire payer à tous des impôts, à prélever l'usure sur tout le monde et pas seulement sur les esclaves officiels. Mais pourquoi faire? Quel est le vrai but caché? Je vous laisse écrire vous-même la suite et la fin de cette histoire, car c'est la nôtre actuellement. Car naturellement, vous le voyez, la richesse n'a pas augmenté, on a produit la même chose qu'auparavant, chacun faisant le travail de l'autre, mais non échangeable sur un marché. Dans leurs rêves, tous sont allés au bout de leur confusion. Ils confondent tout depuis le départ. Les montagnes de dettes peuvent être aussi des montagnes de prélèvements en réalité. Naturellement, on a mis beaucoup plus d'argent en circulation pour que chacun puisse se payer réciproquement. La vraie folie des grandes dettes. Il va falloir leur rembourser une telle délicatesse, n'est-ce pas? Mais pour une dernière fois, pour sombrer plus vite, ils n'oublieront pas, je vous le dis, c'est une promesse de pouvoir vous annoncer que la courbe de chômage s'est inversée. C'était donc cela leur objectif? Comme si le chômage n'était pas la conséquence de causes, elle, à résoudre. Il ne sert à rien d'observer une courbe de chômage, sinon à démontrer que vous confondez les causes et les conséquences. La meilleure façon de ne jamais résoudre votre problème. L'enfer est toujours pavé des meilleures intentions. Chacun le sait, rêve à y croire. Et avec la même production totale et ce supplément de fausses dettes, cette fois-ci, vous êtes noyé définitivement dans les dettes. Cette fois-ci, enfin, le Titanic a réussi à sombrer avec tous ses passagers. Vive le mécanisme de l'usure et de la dette par la monnaie, n'est-ce pas? Car l'absurde de la fable des ânes s'est enfin généralisé à tous, des bulles partout. Est-ce vraiment un hasard si c'est actuellement dans cette phase titanique de la dette qu'on cherche à détruire par tous les moyens les dernières solidarités familiales de base? Leur solution miracle, ils y croient vraiment? Est-ce également un hasard si on présente le nouvel ordre social à travers toute une série d'impératifs, de faux donnant, totalement inversés, puisque seulement orientés à travers le mécanisme de l'usure? Et tout cela parce qu'on ne veut surtout pas, pour continuer l'usure, reconstituer cette première étape de solidarité nécessaire et logique pour réunir les ressources pour la création d'emplois. Ce serait reconnaître enfin la liberté et la responsabilité des hommes. Et les pseudo-décideurs perdraient tout leur pouvoir d'illusion. C'est ensuite suivre le circuit réel des échanges. La conclusion s'impose. Toutes les questions économiques sans exception ne peuvent se poser en somme qu'à l'intérieur du circuit des échanges, sinon elles débouchent inévitablement sur ce mécanisme de l'usure. Il est vraiment simple d'observer que le but normal des échanges est toujours d'augmenter la production, la richesse de tous les co-échangistes sans exception. On ne se développe qu'en devenant plus riche, ce qui a été le cas d'un passé pas encore si lointain. Aujourd'hui, par cette multiplication des prélèvements dits à la source de chaque échange, chacun son dette, toujours plus encore, tandis que les revenus stagnent ou chutent. Il est grand temps de démasquer toutes ces sirènes, tous ces faux raisonnements, ces fausses dettes, ces fausses créations d'emplois. On a remplacé dans nos sociétés le devoir de transmission ou de cadeau, seule porte d'accès vers l'échange, en processus d'accaparement et de vol, et donc de destruction des moyens de production. Et pour couronner le tout, on l'a fait payer aux plus éloignés des centres de décision des actions économiques les plus pauvres. Oubliez le caractère impératif de cette première étape, et on est vraiment dans le pire. Ne rien faire de positif dans le bon sens, en attendant de faux résultats des décideurs de dette, si vous préférez, à ceux qui veulent contrôler tout échange par ce prélèvement à la source. Rappelez-vous la scène numéro 4. C'est forcément condamner tout le monde peu à peu au chômage, au sous-emploi, à la pénurie,
et tout ce qui peut s'en suivre. Il faut désormais se décider au cadeau de l'emploi. Y a-t-il un autre mot pour effectuer ces préparatifs d'emploi? Y aura-t-il un plus grand cadeau de solidarité à offrir? Le temps de l'action pour chaque homme libre a donc commencé. C'est celui de vouloir, comme depuis toujours dans la solidarité, offrir en cadeau cette promesse de manière concrète à œuvrer pour un emploi pour tous. Déjà un peu partout dans le monde, il faut le constater, on est en train de s'organiser spontanément pour cela. Quand on comprend en effet les mécanismes tout simples de la solution, une recette infaillible, avons-nous dit, on peut comprendre, admirer que c'est spontanément, qu'il y a aujourd'hui partout sur la planète Terre des exemples de millions de créations d'emplois, alors même que la crise s'étend. Des échanges tissent dans la solidarité tous les apports de talents et de ressources matérielles, à commencer à combiner pour que, comme dans notre exemple de réflexion, numéro 3, chacun, puis demain les enfants, puissent travailler et produire pour leurs besoins. Il suffit donc de développer, d'organiser, comme l'étaient les fermes d'autrefois, comme de véritables lieux d'échange hors marché, de préparatifs d'emploi pour des projets concrets de production à atteindre. Ici la nourriture, mais aujourd'hui pour tout projet économique. Cela ne veut pas dire la totalité de ce qu'il faudrait pour créer tous les emplois, mais au moins comme dans notre exemple du fils à vocation d'agriculteur, le démarrage sur lequel s'appuyer concrètement. Et c'est parce qu'on s'est mis dès le départ sur ce chemin des échanges économiques qu'on va pouvoir le poursuivre en effet d'étape en étape. Regardez ce qui se passe en Autriche. Déjà globalement, le chômage est plus faible qu'ailleurs. Mais surtout, par exemple, la région de Vorarlberg, qui était en voie de désertification, la plus pauvre du pays il y a 30 ans, est aujourd'hui la plus prospère. Elle attire des chômeurs en quête d'emploi. Le moyen utilisé, mobiliser tous les hommes de cette région pour constituer du capital qu'ils ont appelé capital social, les mettre au travail dans des projets pensés par eux-mêmes. Tout cela pour indiquer qu'ils ont mobilisé les apports de tous, sans exception, confiés au projet d'un bureau du futur, chargé de préparer tous les emplois imaginés par tous. Il est intéressant d'y noter que dans ce bureau du futur, il y a cette citation d'Einstein. Un problème créé, en l'occurrence ici le chômage, ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière dont il a été créé. C'est bien ce à quoi nous nous employons maintenant. On pourrait encore regarder vers la Suisse où l'on manque de bras, ou encore aux Philippines où plus d'1 million d'emplois productifs viennent d'être créés dans ce que l'on appelle 3500 communautés villageoises de travail. C'est un ancien cadre commercial d'une grande multinationale qui a démissionné en 1990 pour proposer la même démarche en Autriche. Les résultats y sont identiques, inespérés, simplement à une plus grande échelle. Et en Afrique et à Madagascar, des caisses locales du mouvement du crédit social ont tiré en quelques années des milliers de villages de la famine et du sous-développement. Enfin, on ne va pas allonger la liste. On notera en dernier ressort toutes les initiatives dites du développement social et solidaire qui recherchent dans la même direction, même si c'est dans un cadre plus étroit. Pourquoi ne pas généraliser précisément ce raisonnement à tout emploi? On ne peut s'empêcher de constater en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Argentine, etc., tout pays parmi les premiers à s'effondrer sous la dette, alors que le chômage s'envole. Les seuls emplois qui surgissent sont des emplois, entre guillemets, de retour à la terre. En réalité, des emplois où les structures de solidarité à la création d'emplois n'ont pu être encore toutes détruites par les systèmes de prélèvement. Alors que retenir? Partout où les acteurs se sont organisés pour rassembler ces moyens de départ nécessaires pour créer des emplois, le résultat est toujours là. Tout intervient à cette porte d'entrée concrète et réelle de la production. Du concret est toujours le résultat d'une collaboration initiale dans la solidarité d'échanges hors marché pour tous ces apports. Vous comprenez pourquoi on parle de faire cadeau lors de ces préparatifs
pour l'emploi et qu'ils sont absolument nécessaires. Le cadeau, c'est l'apport de toutes ces solidarités de moyens. Le retour s'effectue, lui, par la reconstitution de tous ces apports à chaque cycle de production. C'est le véritable chemin de l'emploi avec ses poteaux indicateurs de direction à prendre et à suivre. Il est grand temps d'abandonner tout le cap des fausses dettes, car nous tous, chacun d'entre nous, nous pouvons marcher et nager à contre-courant de ce naufrage. Il faut programmer nos raisonnements. Rien ne sert de regarder et de retrouver ce qui n'existera plus. Aujourd'hui, au départ du chemin, ce ne sont plus les fermes familiales. Ce qu'il faut mettre en place, ce seront de véritables plateformes pour préparatifs d'emploi. Il faut développer cette voie constructive de cette action naturelle et logique. Il est urgent, en somme, de libérer toutes les énergies neuves à